Bonjour à tous. Aujourd'hui, une grande question préoccupe les instances mondiales et plus particulièrement chaque individu, qui est la séquence du dérèglement climatique. En Israël, le KKL a toujours œuvré pour sensibiliser les personnes aux problèmes d'environnement. Depuis sa création, au 5e Congrès juif mondial, le KKL n'a cessé de planter des arbres et de faire fleurir le désert. Comme cela est inscrit dans la Bible, tu feras fleurir le désert. Aujourd'hui, nous recevons Ezra Banoun, qui est maître de conférence à l'Institut international de management de Galilée et qui forme aux techniques les plus modernes du management les hauts fonctionnaires et ingénieurs de tous les pays. Il a fait les mines de Paris, a été manager à la direction générale d'une grande entreprise de traitement d'eau en France, puis en Israël. Il est technologue, développeur de processus de traitement innovants et formateur de jeunes ingénieurs diplômés. Bonjour Ezra. Shalom, shalom. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ? Oui, en fait, j'ai été à la direction générale en France d'une société qui avait l'originalité de développer des techniques nouvelles et qui travaillait dans le monde entier. Et puis en Israël, j'ai créé ma propre entreprise et elle est devenue une entreprise très importante en Israël puisqu'elle était parmi les plus grandes du pays. Et dans cette entreprise, j'ai développé des techniques et des technologies nouvelles. J'ai formé des jeunes ingénieurs. Et je me suis intéressé, bien sûr, à tous les problèmes qui concernent le traitement de l'eau et l'environnement. Et depuis, je suis maintenant un maître de conférence pour former des hauts fonctionnaires et des ingénieurs qui viennent de pays francophones en Israël pour pouvoir apprendre les techniques d'Israël. D'accord. Si on vient vous voir, c'est parce que vous connaissez bien les problématiques liées aux conséquences du dérèglement climatique. Comme vous l'avez dit, il y a des Français qui viennent vous voir, des ingénieurs. En quoi Israël est plus sensible à ce problème que la France ? Bon, des francophones, pas des Français. La plupart, d'ailleurs, ne sont pas Français. Ce sont surtout des Africains de Haïti, etc. Oui, en fait, Israël existe et se situe dans une région tout à fait différente de celle dans laquelle se situe la France. La France est située en Europe, dans des pays tempérés où il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas de désert. Israël se situe dans une région dans laquelle, au sud, il y a le désert du Sinaï, au sud-est, il y a le désert d'Arabie, à l'est, il y a le désert de Jordanie, et en Israël même, il y a deux déserts, le Negev, qui était un énorme désert, qui avait plus de 60% du territoire au niveau de la création d'Israël, et le désert de Judée. Et donc, Israël est très très sensible au problème de dérèglement climatique, parce que les dérèglements climatiques touchent considérablement d'abord les problèmes d'eau, puisque les précipitations sont réduites de façon très très sensible, de 30% dans toute la région, et deuxièmement les problèmes d'intensification du risque de désertification qu'il faut surtout arrêter. Très bien. Donc Israël est sensible au sujet du dérèglement climatique depuis longtemps, bien avant que la communauté internationale ne s'y intéresse. Oui, parce qu'en fait, avant le dérèglement climatique, il y avait un autre problème qu'Israël devait régler, c'est que les précipitations que nous recevons en Israël, et d'ailleurs dans toute la région, sont très très inférieures à celles qui sont indispensables pour pouvoir développer une société moderne, comme les sociétés existent au niveau de l'OCDE, en Europe ou aux États-Unis. Par exemple, en Israël, déjà en 1990, nous avions un problème parce que nous avions des besoins de l'ordre de 1800 à 2000 millions de mètres cubes, alors que nous avions des précipitations de l'ordre de 1250 millions de mètres cubes par an, et nous avions donc un déficit énorme. Et on n'avait pas de possibilité de chercher à bâtir une société moderne développée sans chercher des solutions pour pouvoir réutiliser l'eau. Et ce que nous avons fait, nous avons recyclé les eaux après les avoir traitées à un niveau très 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 élevé, beaucoup plus élevé qu'en Europe, pour pouvoir les réutiliser dans l'agriculture. Ça, c'était avant le dérèglement climatique. Donc il y a un homme clé qui est intervenu, qui est Sharon. Oui, alors ce qui s'est c'est qu'à partir de 1997, on a commencé à avoir, 96 même déjà, des réductions de précipitations très très importantes qu'on n'a pas su comprendre comme étant, connectées au dérèglement climatique. Alors on a eu 30% de moins une première année, une deuxième année, et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait simplement d'un problème saisonnier. Sharon est le premier qui a compris que c'était un problème beaucoup plus grave et il a lancé l'idée
qu'il fallait chercher une autre solution. Et la solution qu'il a trouvée était de faire le dessalement d'eau de mer, mais pour pouvoir avoir des prix qui soient des prix compétitifs et réduits, qui permettent à Israël de pouvoir supporter le coût, il a fait des concours internationaux où intervenus, disons, des sociétés internationales les plus importantes du monde entier, et en leur demandant de garantir le traitement pendant 20 ans. Ça a été un résultat formidable parce que nous avons eu un prix qui était très largement inférieur au prix du marché. On a eu 48 cents alors que le marché était de plus de 70 cents, et ça a permis d'équiper le pays avec des installations énormes qui fournissent aujourd'hui 600 millions de mètres cubes par an, c'est-à-dire ça fournit exactement toute la consommation d'eau qu'Israël a besoin pour sa population. Et est-ce que cela représente des risques sanitaires pour la population israélienne ? Alors voilà, le problème est celui-ci. C'est que sur le plan sanitaire, les autorités sanitaires ont toujours le problème non seulement d'éviter que l'eau potable comporte des bactéries ou des micro-organismes ou des virus qui soient des éléments, des facteurs pathogènes, mais qu'elle comporte aussi peut-être des agents qui correspondent à des maladies qui n'ont pas été encore comprises. Par exemple, le cancer, on ne sait pas d'où il vient. Et peut-être qu'il y a dans l'eau quelque chose qui pourrait diffuser le cancer, ou la maladie d'Alzheimer, etc., etc. Et donc, la position des autorités de la santé du monde entier est de chercher à avoir de l'eau quasiment sans matière en suspension. Au début, on pouvait se contenter de l'ordre de ce qu'on appelle 5 unités de transparence, et puis ça a été 4, et puis ça a été 1, et puis maintenant c'est 0,1. Alors l'avantage du dessalement, c'est que ce n'est pas 0,1, ce n'est pas 5, c'est 0. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien. On n'a aucun agent pathogène dans l'eau. Et l'eau est tellement pure qu'elle est indigeste. On doit rajouter du calcium pour la rendre digeste et la donner à la population. Donc du point de vue sanitaire, c'est beaucoup mieux qu'il y a en Europe. Très bien. Donc là, on vient de parler de ce qui est les usines de désalinisation. Concernant le retraitement des eaux usées, puisque c'est aussi une spécialité israélienne, est-ce que cela représente des inconvénients pour l'agriculture, pour tout ce qui est réseau hydraulique souterrain, ou est-ce que cela est fait convenablement ? Alors, en fait, le problème est celui-ci. C'est qu'à une époque, nous pensions que l'irrigation permettait de pouvoir absorber la plus grande partie des eaux qui étaient utilisées dans l'agriculture. Et en 1990, des hydrologues israéliens ont montré que c'était une erreur grave, que près de 60% de l'eau qui est envoyée aux plantes percole et arrive dans les nappes phréatiques. Et c'est vrai que la nappe phréatique, c'est un réseau souterrain qui est un réseau très très important pour l'avenir d'Israël, pour les autres générations aussi. Il n'était pas possible d'accepter que l'eau qui serve à l'irrigation puisse être une eau qui puisse éventuellement polluer la nappe phréatique. Il fallait avoir de l'eau quasiment potable. Et pour faire ceci, il nous fallait développer des processus qui permettent de produire un traitement qui arrive à un niveau de qualité de l'eau quasi potable. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sans risque de polluer les nappes phréatiques. Et dans ce genre de choses, d'ailleurs, j'ai participé et nous avons réussi à faire quelque chose d'extraordinaire parce que maintenant, toutes les eaux qu'on utilise pour l'agriculture sont des eaux quasi potables. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand on utilisait de l'eau quasi potable entre 1990 et l'an 2000, on avait un problème, c'est que les eaux propres qui venaient du Kinneret, du lac de Tibériade, comportaient du chlore. Or, le chlore, c'est un agent qui limite la possibilité d'utiliser de l'eau dans la culture. Aujourd'hui, avec le dessalement de nos mers, on n'a pas de chlore dans l'eau, ce qui fait que les eaux sont beaucoup plus efficaces pour l'irrigation des cultures. Très bien, donc vous êtes ingénieur de formation, donc on vous a souvent parlé de problèmes de rentabilité. Est-ce qu'il y a un problème de coût excessif quant à l'eau de consommation quand elle vient des usines d'eau de dessalement ?
Voilà. Alors, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup d'ingénieurs de traitement de l'eau font une grossière erreur économique. Ils comparent le prix de l'eau, non pas le prix complet, c'est-à-dire production plus transport jusqu'au consommateur, mais simplement le prix de production. Alors bien entendu, il est plus facile de pomper de l'eau d'une rivière ou d'un lac que de la traiter. Mais bien sûr, c'est une erreur, parce que par exemple, si on prend l'eau du lac de Kinneret, une fois qu'on l'a pompée pour peu de choses, mais il faut la monter de 400 mètres au moins pour la mener au niveau de la terre, et ensuite il faut la transporter. Et cela coûte très cher. Et du fait qu'on a positionné les installations de traitement tout près des centres de consommation, nous avons aujourd'hui une situation où les coûts de transport de l'eau dessalée sont très faibles. Donc le coût total est quasiment équivalent au coût qu'on avait quand on avait de l'eau du lac. Ce qu'il faut remarquer, c'est autre chose, c'est que depuis qu'on a commencé le dessalement, la société israélienne IDE a fait des miracles, a réduit considérablement ses coûts, est arrivée à, malgré la concurrence internationale, à obtenir 5 installations sur 6 de dessalement, et actuellement est en train d'améliorer encore plus, et nous pensons que le prix qu'on va avoir de l'eau va être même peut-être inférieur à celui que nous avions avant. Très bien, donc là nous avons parlé de tout ce qui est le problème de gestion de l'eau, un gros problème et un gros défi pour l'avenir. En Israël, il y a également d'autres solutions qui ont été trouvées face au dérèglement climatique, puisqu'on sait qu'en Israël, il y a 2 grands déserts, il y a le désert du Negev et le désert de Galilée, et que le pari de Ben Gurion était de faire refleurir le désert du Negev. Oui, alors en fait, c'est beaucoup plus que le pari de Ben Gurion, c'est le pari du monde sioniste déjà depuis 1910. Le KKL en question est le premier qui a planté une centaine d'arbres en 1910 à côté de Hadera. Et depuis, il a planté des milliers et des milliers d'arbres et ont été plantés par le mouvement sioniste dans le monde, enfin dans tout Israël, tout au long de cette période entre 1910 et 1948, des millions d'arbres. Mais après 1948, le nombre d'arbres qui a été planté a augmenté de façon très très sensible et aujourd'hui on plante 6 millions d'arbres par an. Toute la population plante des arbres, pas seulement le KKL. Toute la population dans les villes, dans les jardins, partout, ils plantent des arbres. Nous avons même un nouvel an des arbres dans lequel toute la population est invitée à planter des arbres avec justement la directive donnée sur le plan professionnel par le KKL. Et ceci fait qu'à l'heure actuelle, les 200 millions d'arbres qui ont été plantés permettent de faire des choses extraordinaires. Premièrement, on avait un problème, c'est qu'on avait des vents de sable qui venaient des différents déserts, qui étaient chargés considérablement de poussière, qui arrivaient et qui non seulement recouvraient le sol et le rendaient difficile à cultiver, mais rendaient l'air suffocant et irrespirable. Grâce à ces arbres, il n'y a plus ce problème. On peut se balader partout dans Israël, y compris dans les zones qui avaient été désertiques, et on n'a plus ce problème. Deuxièmement, aujourd'hui, le quart du Negev, ça veut dire à peu près 2500 kilomètres carrés, a été récupéré. Et est devenu une métropole dans laquelle il n'y a pas seulement l'agriculture, il y a aussi l'université, il y a le high-tech, il y a des centres de recherche, etc., etc. Et nous sommes en train de récupérer un autre quart. Donc, de ce point de vue-là, le dérèglement climatique et bien sûr, nous a rendu la chose plus difficile, mais nous savons le maîtriser et nous n'avons pas de problème. Très bien, donc comme vous l'avez dit, le KKL a toujours eu cette conscience de la nécessité de faire attention à l'environnement et tout ce qui est environnement durable. D'ailleurs, le KKL est classé première ONG environnementale du Proche-Orient et aide les pays en voie de développement dans tous les problèmes qui sont liés aux zones désertiques. Au niveau de la coopération internationale, Israël est également précurseur. Et comment Israël aujourd'hui met son savoir à disposition des pays à l'international? Alors il faut séparer 2 problèmes tout à fait différents. La coopération régionale et la coopération internationale. Au niveau de la coopération régionale, les relations entre Israël et ses voisins, c'est-à-dire la Jordanie, l'autorité palestinienne, sont
absolument fondamentales, sont une condition du développement de la paix entre ces populations. Et pour ceci, nous avons signé un accord entre 3 partenaires, la Jordanie, l'autorité palestinienne et Israël, en 2013. Cet accord comporte quelque chose d'extraordinaire parce que ça comporte la réalisation de la vision qu'avait décrite Herzl dans son livre. Alors, premièrement, on crée une station de pompage de l'eau de mer dans la mer Rouge au niveau du port d'Aqaba. Cette station de pompage pompe 300 mètres cubes par an, mais est en mesure de pomper le double. On prend sur ces 300 mètres cubes 100 mètres cubes qu'on dessale, et la plus grande partie de l'eau dessalée, à peu près 50 de mètres cubes, 80 mètres cubes, est donnée à Israël. En contrepartie, Israël donne la même quantité à la Jordanie au niveau du lac de Kinneret, de façon à ce que la Jordanie puisse l'avoir pour l'amener à Amman. Actuellement, la capitale Jordanie n'a pas assez d'eau pour sa population. Et donc, on règle ce premier problème. Et deuxièmement, Israël a de l'eau pour développer le désert le long de la Harava. Elle a de l'eau en quantité, 85 mètres cubes, c'est beaucoup. Deuxième solution, je parle de 45 millions de mètres cubes. Deuxième chose, c'est que les 200 mètres cubes qu'il y a, on construit une canalisation qui traverse la vallée de l'Arava et qui arrive à peu près au niveau de la mer Morte. Et à ce moment-là, on crée une station, une turbine, pour pouvoir produire du courant électrique à partir de la dénivellation entre le niveau où elle se trouve avant la chute. Et cette station d'électricité, qui est centrale électrique, va fournir le courant nécessaire pour pouvoir faire un dessalement de l'eau de 100 millions de mètres cubes aussi à ce niveau-là. Et ces 100 millions de mètres cubes vont permettre aux 3 pays de créer une zone extrêmement riche au niveau de la mer Morte. Et troisièmement, on envoie de l'eau dans la mer Morte pour pouvoir relever le niveau et commencer à régler le problème de l'abaissement du niveau de la mer Morte. Ce projet a été donc signé en 2013 et a commencé à être mis en fonctionnement en 2018. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire les travaux. Et si jamais ce projet montre qu'en faisant ceci, on n'a pas créé de problème écologique au niveau de la mer Morte en introduisant de l'eau de la mer Rouge, eh bien, on va multiplier par 2 les quantités. C'est-à-dire qu'au lieu de pomper 300 mètres cubes, à pomper 600 mètres cubes, etc., etc. Et donc, ça va permettre de pouvoir résoudre le problème non seulement de la Harava, mais du désert de Judée. Et c'est très important parce que c'est un endroit qui se trouve entre Jérusalem et entre la mer Morte. Voilà. Maintenant, au niveau de la coopération internationale, là, c'est un problème tout à fait différent parce que, en fait, Israël n'a pas le même type de relation avec les pays qui demandent son aide. Alors, je vais donner quelques exemples. Le Kenya est un pays qui a énormément de contrats avec Israël. Un des contrats les plus intéressants, c'est un contrat qui a été signé entre le Kenya et le KKL. Ce contrat est destiné à pouvoir apprendre aux Kenyans qui sont responsables des forêts. Il y a 2 millions d'hectares de forêts au Kenya, autant que toute la surface d'Israël. Et ces forêts sont mal gérées. C'est-à-dire qu'il y a une déforestation beaucoup trop grande et elles ne sont pas gérées de façon rentable par les Kenyans suivant les règles de la sylviculture. Eh bien, ce travail va être fait de façon systématique pour pouvoir former les Kenyans à ceci. Et le projet est tellement important que Madame le professeur Judy Vakungu, ministre kenyan de l'Environnement, professeur à l'université, est venue en Israël pour pouvoir voir comment est-ce que Israël traite ce genre de problème. Deuxième chose que je voudrais citer, par exemple, les pertes d'eau dans les canalisations sont un problème dans tous les pays du monde. Par exemple, dans les pays développés, elles sont de l'ordre de 30%.
Dans des pays comme la Chine, elles arrivent à 50%. Israël a mis au point des solutions pour trouver où se trouvaient ces pertes d'eau sans faire de terrassement. Et ces solutions ont permis de réduire les pertes d'eau en Israël de 28 à 11%. Ça a permis à Israël d'avoir des relations extrêmement fortes, qui sont des relations de type économique, avec la Chine, pour pouvoir réduire ces pertes d'eau. Troisième chose que je tiens à souligner, c'est ce qui se passe par exemple pour des îles pauvres, comme les îles Marshall, dans le Pacifique, qui manquent d'eau douce et qui n'ont pas aucun moyen de pouvoir créer chez eux une installation de dessalement d'eau. Et étant donné que l'ONU et toutes les organisations qui sont au niveau de la gouvernance mondiale ne s'intéressent pas à ce genre de situation, ce qu'a fait Israël, il a fourni aux îles Marshall un véhicule qui est un véhicule qui comporte une installation mobile de dessalement d'eau et qui permet de fournir soit 92 mètres cubes d'eau à partir d'eau qui ne soit pas des eaux salées, ou 23 mètres cubes d'eau par jour à partir de ces eaux salées. En fait, Israël fait une quantité gigantesque d'opérations d'aide dans le monde et je n'ai pas voulu en parler plus longtemps. Très bien. On va finir sur un point d'actualité qui justement préoccupe les pays occidentaux, qui est ce qu'on appelle la réduction d'émissions de gaz carbonique. Il se trouve qu'en Israël, une déclaration a été faite récemment à ce sujet, dont vous allez nous parler. Oui, en fait, Israël s'intéresse au problème de la lutte contre le dérèglement climatique, en partie dans le cadre des accords gouvernementaux internationaux de réduction des émissions de gaz carbonique. Eh bien, il y a à peine quelques jours, le ministre responsable de cette question a déclaré que toutes les mesures ont été prises pour que on n'utilise plus ni le pétrole ni le charbon pour produire l'électricité à partir de 2030. Déjà, le pétrole, on n'utilise plus, mais le charbon, on l'utilise actuellement que pour 27% et il sera réduit à zéro à partir de 2030. Le charbon et le pétrole vont être remplacés soit par le gaz naturel qui a été trouvé en Israël, soit par l'énergie renouvelable, c'est-à-dire le solaire essentiellement. Mais beaucoup d'autres choses aussi, comme la biomasse, etc. Maintenant, deuxièmement, il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes. À partir de 2030, il sera interdit de circuler en voiture à partir des voitures qui utilisent de l'essence ou du diesel. On utilisera exclusivement soit du gaz naturel liquéfié, et on est en train de procéder à toutes sortes d'essais et de développement pour que ce soit quelque chose de sûr et de tout à fait fiable, ou alors l'électricité, c'est-à-dire des voitures électriques. Voilà. Donc Israël reste précurseur dans tout ce qui est problème lié à l'environnement, à la protection de l'environnement et de ce qu'on appelle le développement durable. À ma connaissance, et je pense connaître pas mal de choses, je ne connais pas d'autres pays qui font autant pour la qualité de l'environnement et pour le problème, la lutte contre la désertification et le dérèglement climatique. Très bien. On vous remercie de nous avoir éclairé sur tous ces points et sur les conséquences du dérèglement climatique plus particulièrement et le rôle d'Israël sur toutes ces questions. Et on espère vous recevoir bientôt. Merci Ezra Banoun. Shalom, shalom.